Bienvenue dans ce cinquième numéro de l'émission Le Métronome. Nous recevons cet après-midi le docteur Jean Delors Biogo. Il est politologue. Alors, nous allons traiter de deux questions majeures, la moralisation de la vie publique et l'éthique chez les acteurs politiques. L'affaire dite Nzouba Ndama. Docteur Delors, bonjour. Bonjour. Alors, l'information est connue, hein, le président de l'Assemblée nationale a été arrêté il y a quelques semaines avec des valises d'argent à la frontière Congo-Gabon. Alors, cette arrestation a plus ou moins suscité une forme d'indignation chez les populations de voir autant d'argent circuler avec un homme politique. Effectivement, ça a été choquant pour tous ceux qui ont regardé l'actualité et particulièrement des images. Au-delà du choc, il y a un certain nombre de questions à se poser. La première question, c'est de comment a fait monsieur Guy Nzouba Ndama pour se procurer autant d'argent. Deuxième question, pourquoi cet argent vient de l'étranger? Et troisième question, pourquoi il y a une espèce de mise en scène, si je peux ainsi m'exprimer, spectacularisation de l'interpellation, parce qu'elle aurait bien pu se passer autrement que par les méthodes qui ont été utilisées et par les gendarmes et par ceux qui ont filmé et rayé la scène sur... On parle d'1,180 milliard de francs CFA. Absolument, ça fait justement partie des raisons de l'étonnement. Alors, la question à se poser maintenant, une fois qu'on a posé ces trois préalables, c'est que dit la loi au niveau de la circulation des espèces, de l'argent en espèces dans la sous-région? Et la deuxième question à se poser, c'est comment se fait-il qu'un homme politique qui aspire aux responsabilités de l'État se balade d'une frontière à une autre avec autant d'argent? Donc je pense que c'est ce qui peut être relevé des caractères choquants. Maintenant, est-ce que le fait en lui-même est choquant? Là est la question. Pour savoir s'il est choquant ou pas, il faut interroger la source de l'argent dont il dispose. Est-ce qu'il a acquis cet argent de manière licite ou illicite? Selon vous, pourquoi ça devrait être choquant au niveau chez les populations? Est-ce que parce que certaines populations dans l'arrière-pays sont dans une extrême pauvreté? Peut-être, non? Alors, nous sommes dans une situation qui dit que le pays est en crise. D'accord. Ça, c'est le premier fait. Ce qui veut dire que si le pays est en crise, on attend des hommes politiques l'exemplarité. La deuxième chose, c'est si le pays est en crise, la question que les gens se posent qui n'ont pas de médicaments parce que l'État n'a pas pu remplacer les médicaments manquants, c'est comment se fait-il que l'argent soit en train de circuler entre les mains d'un individu au lieu que ça circule dans les banques, dans les trésors, etc. Maintenant, si c'est son argent propre, l'exemplarité, pour revenir à ce fait que j'évoquais au départ... Bien sûr, nous allons y revenir, mais allez-y quand même. Ouais. Voulait justement qu'on transporte cet argent dans des conditions requises, légales et qui permettent, n'est-ce pas, de ne pas choquer l'opinion. Parce que l'opinion est étonnée de voir autant d'espèces sonnantes et trébuchantes. Absolument. Et donc, il y a des cadres légaux autorisés pour ce genre de transactions. Donc, par rapport à cette question, quelle devrait donc être l'attitude des acteurs politiques par rapport à cet incident? Alors, comme je viens de l'indiquer, je pense que la réaction, au fond maintenant, nous avons abordé les formes, mais la réaction qui partirait d'un certain nombre de paramètres de fond doit venir de la source de l'argent. Qui a donné 1 milliard et quelques millions et une centaine de millions au président Guy Nzouba Ndama hors des frontières du Gabon? Si cet argent découle des travaux de recherche ou bien d'une consultation comme le Gabon a pu payer une année Bernard Kouchner, etc., c'est légal. Si cet argent vient des investissements qu'il aurait opérés en République du Congo comme n'importe quel citoyen du monde qui s'installe dans un pays, qui met des immeubles en place, qui sont en location et qui a fait des placements, etc., c'est légal. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi n'avoir pas utilisé
les voies qui permettent une certaine éthique dans l'utilisation de l'argent. C'est le seul problème qu'il y a pour le moment, puisqu'il n'y a pas d'enquête, c'est clarifier la situation de l'origine de l'argent. Donc, selon vous, il aurait pu le faire parce que c'est quand même un homme d'une certaine trempe. Il a de l'expérience, il connaît quand même certaines questions économiques qui encadrent la circulation des sous en zone CEAC, en zone CEMAC. Alors, si nous nous en tenons au communiqué de Madame le procureur de la République, je pense que le grief principal qui est reproché à M. Guizouba Dama, ce n'est pas tant qu'il ait reçu de l'argent de l'étranger ou qu'il en a trop, mais c'est simplement qu'il aurait pu se conformer à l'exigence de faire la déclaration de la somme qui était en sa possession au niveau de la douane. Apparemment, c'est ce qui n'a pas été fait. Mais nous n'avons pas encore écouté la version de M. Guizouba Dama pour savoir où se trouve la vérité. Mais ne serait-ce qu'à partir du moment où la loi exige que les déclarations soient faites et qu'elles n'aient pas été faites, à partir de ce moment, effectivement, on peut considérer qu'il y a une violation. Donc après audition, Guizouba Dama a été finalement relaxé, certainement parce que le dossier est vide. Alors, je ne sais pas si la relaxation est due au dossier, à l'importance du dossier, parce qu'il y a une différence entre relaxation et classer une affaire. Parce qu'on peut le relaxer, parce que le délit qui lui est reproché ne nécessite pas une condamnation, puisque j'aurais appris que l'argent aurait été versé dans les caisses de l'État, d'après le communiqué, de Madame le procureur. Mais là aussi, si l'argent est versé dans les caisses de l'État et que cet argent est de manière présumée considéré comme un crime, on ne peut pas verser le produit du crime dans le circuit public, parce que ça, c'est du blanchiment. Donc, il aurait fallu que cet argent, pendant que les enquêtes se poursuivent, soit gardé dans des lieux adaptés pour pouvoir mener une enquête, parce qu'on va dire que les trésors publics c'est un peu le saint des saints. L'argent sale ne peut pas rentrer dans les caisses de l'État. Et donc, si on a des doutes sur l'origine de l'argent, on ne le met pas dans les caisses de l'État. On le mettrait où? Je pense que la police judiciaire ou bien le tribunal ont des endroits précis pour pouvoir, comment dirais-je, séquestrer en attendant qu'il y ait une enquête qui se précise. Parce que une chose est sûre, c'est que si l'argent a été gagné licitement par M. Guizouba Dama en République du Congo, eh bien c'est son argent. Donc si l'État prend l'argent d'un individu et le met dans les caisses de l'État, l'État a estorqué les fonds à un citoyen. Maintenant, s'il s'agit de l'argent dont l'État doute de la provenance, eh bien l'État séquestre l'argent dans un endroit en attendant que les enquêtes suivent leur cours. Maintenant, si la relaxation veut dire que M. Guizouba Dama n'est pas sanctionnable, ça veut dire qu'il y a une sanction qui s'applique, la sanction qui est liée à la déclaration et à ce que l'État doit prélever lorsqu'un citoyen circule, le pourcentage que l'État doit prélever. On parle de 20%, je ne sais pas trop. Donc, en ce moment-là, l'État a un droit de récupérer ces 20% ou je ne sais pas combien de pourcents, et là, ce serait de l'argent qui est versé légalement dans le trésor. Alors, quel est donc le devoir de responsabilité des acteurs politiques gabonais par rapport à ce qu'ils représentent auprès des populations? Justement, là, ça va rejoindre maintenant l'éthique personnelle de l'individu. Exactement. Et ça relève de ce que je disais tout à l'heure de l'exemplarité, qui participe de la constitution personnelle de chaque individu et de son éducation, de sa conscience. Je crois que lorsque l'on a un niveau de responsabilité, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre pour ne pas montrer un contre-exemple, malheureusement. Est-ce que le président a, par naïveté excessive ou simplement par oubli ou négligence, a pu se rendre coupable cette fois-ci d'une entorse morale qui veut quand même que l'argent doit circuler dans des conditions qui permettent à ce que ça ne soit pas choquant et de deux, que ce ne soit pas un scandale.
Docteur Gaylor Biogo, Guy Nzouba Nama est un acteur politique de premier plan, vous le savez bien, il est l'ancien président de l'Assemblée nationale et président du parti Les Démocrates, donc la première force politique de l'opposition. J'ai envie de dire, est-ce qu'à ce titre, il a donc la responsabilité d'animer, le fonctionnement de son parti, sans oublier qu'il prépare 2023, Dieu seul sait que cet argent lui aurait peut-être permis de préparer cette échéance capitale des élections générales de 2023. Est-ce que Jean-Delors Biogo, finalement, 1,2 milliard de francs CFA, c'est peu par rapport aux enjeux? Ben, disons que c'est peu, mais c'est aussi beaucoup parce qu'enlever 1 milliard de 2 milliards, ça revient à très peu de choses. Je pense que dans toute lutte, dans toute compétition, toute source de financement, quel que soit le niveau, est très important. La difficulté ici, c'est de savoir qu'en réalité, il faut que tous les Gabonais comprennent que la loi 11/2011, si ma mémoire est bonne, relative aux partis politiques, dans son article 50, autorise donc, spécifie les sources de financement du parti politique. Le parti politique peut avoir... Allez-y, on va y arriver. OK. Donc, un homme politique peut recevoir les dons, les legs, etc., pourvu que ce ne soit pas illicite. À partir de ce moment, même si c'est 1000 francs, c'est beaucoup dans la contribution, puisque 1000 francs, on peut faire 10 photocopies de quelques tracts à distribuer aux militants. Donc, toute forme d'aide est utile. Maintenant, nous allons peut-être très vite en disant que cet argent était destiné à financer la campagne du président Zouba, parce qu'il peut aussi être en situation de faillite. Peut-être qu'il est en difficulté financière pour résoudre les problèmes personnels, des problèmes de santé, et qu'il est parti au Congo, si c'est la source principale de l'argent, pour pouvoir décaisser ce qu'il en avait en réserve, pour pouvoir s'occuper de ses problèmes personnels. Donc on ne sait pas, et c'est justement pour cela que vous avez bien eu raison de me poser la question sur l'éthique et le comportement, et c'est là, de savoir que quand on est un homme politique, on n'est plus un homme ordinaire. Et donc les actes que l'on peut poser, même si ça a une connotation privée, va tout de suite prendre une connotation politique à cause de son statut. Alors on va parler donc justement, nous y étions déjà, le quid du financement des partis politiques au Gabon. Pierre Claver Maranga Moussavo est passé dernièrement à cette émission. L'homme politique estime qu'il faut pouvoir financer les partis politiques. Qu'est-ce que Jean-Delors Biogo peut dire à ce sujet? Absolument. C'est une règle en démocratie pour équilibrer les forces, de pouvoir accompagner des acteurs qui ont fait de la lutte pour la continuité de l'État, leur carrière, leur champ, leur cheval de bataille. Et justement, en République gabonaise, la loi, il y a une loi qui porte sur le financement des partis politiques. Et le financement des partis politiques est un devoir de l'État. La difficulté, ce sur quoi nous pouvons discuter au niveau du fond, au niveau de la forme. Sur le fond, il y a des dispositions qui veulent que le parti politique ait un élu à l'Assemblée nationale, au minimum, et tout un tas d'autres. Le reste, c'est encore gérable, l'organisation de congrès, etc., etc. Mais si un parti politique n'a pas pu, malgré tous ces efforts qu'il a eu à fournir sur le terrain, avoir un élu, pourquoi il ne va pas être financé? Ça, c'est une question de fond qu'il faut se poser. Parce que justement, est-ce que ces piètres résultats à l'élection ne peuvent pas être dus au fait qu'il ne peut pas financer sa campagne? Donc ça fait partie des questions à se poser au niveau du fond. Au niveau de la forme, je pense que ce même Pierre Claver Maranga Moussavo, si j'ai bonne mémoire, avait dit que depuis 2015, si ma mémoire est bonne, l'État ne verse plus ses subventions aux partis politiques. Alors, si les partis politiques de l'opposition, comme de la majorité, mais de l'opposition davantage, puisque la majorité peut vivre des cotisations de ses membres qui sont en activité. Mais les partis politiques qui sont de l'opposition et qui ne comptent que sur les quelques cotisations de quelques militants qu'ils ont, qui sont déjà en situation de faiblesse, et sur les subventions de l'État, comment vont-ils mener leurs activités politiques pour que la démocratie soit équilibrée? Là, c'est une question de forme très importante. À quel moment et comment les partis politiques accèdent au financement qui leur est dû? Donc, c'est tout ça
l'absence de prise en compte des éléments de fond et des éléments de forme fait en sorte que des hommes politiques, malheureusement, soient obligés de multiplier des autres sources de financement, y compris s'ils peuvent frauder. Mais je ne suis pas en train de légaliser la fraude, mais lorsque l'on ne permet pas à un citoyen d'avoir accès à ce qui lui est dû, on l'expose à des pratiques illicites. Il est vulnérable. Donc, il est vulnérable, absolument. Mais puisqu'il faut qu'il résiste, il est obligé d'utiliser des moyens de résistance à sa portée. Mais nous n'en sommes pas là, mais quand même, ça y ressemble. Donc, il peut faire recours aux amis de l'extérieur pour pouvoir être financé. Absolument. En cas d'élection. On a dit dans la loi don et legs, pourvu qu'il soit licite. Ça veut dire que je peux décider aujourd'hui de payer de mettre tout mon salaire à la disposition d'un homme politique en qui je crois dans un pays, dans n'importe quel pays, en tant que citoyen du monde et promoteur de la démocratie, pourvu que ce soit mon salaire ou bien les fruits issus du travail de mes mains, pas du vol des biens de l'État, mais il y a des limites. La limite, c'est qu'il est inadmissible qu'un homme politique étranger soutiennent un autre homme politique dans un autre pays. Là, on arrive à être dans des situations de subversion et d'immixtion dans les affaires intérieures d'un autre pays. Absolument. Jean Delors Biogo, vous êtes politologue. Pourquoi le gouvernement ne finance-t-il pas les partis politiques aujourd'hui depuis quasiment plusieurs années? Est-ce que c'est par souci de... Est-ce qu'il a peur, le gouvernement? Du point de vue officiel, il est question que de temps en temps, on évoque les difficultés de la trésorerie de l'État. Et particulièrement ces derniers temps, les différentes crises économiques qu'il y a eu et la crise du Covid qui était arrivée, etc. Donc, qui nécessite que l'État priorise certaines dépenses. Ça peut arriver dans un système de rigueur. On regarde les priorités. Mais les hommes politiques ne sont pas des enfants de cœur. Ce qui veut dire que la meilleure façon d'asphyxier, d'affaiblir son ennemi, c'est aussi de ne pas lui donner des armes. Donc, aussi, on peut considérer qu'effectivement, ça peut faire partie de la stratégie du pouvoir pour pouvoir ne pas permettre à ses adversaires de mener la contradiction. Parce que si on considère que la gestion de la chose publique est primordiale et que la préparation des acteurs et du cadre démocratique est important pour la paix sociale, la moindre des choses, c'est d'équilibrer les forces qui participent à la construction de la paix sociale, en faisant en sorte que le dialogue politique ne soit pas rompu et que l'activité politique soit maintenue de manière à ce que les militants qui se sentent étouffés politiquement ne deviennent pas des terroristes. Et donc, il faut que les partis politiques puissent organiser leurs meetings. Il faut qu'ils puissent organiser des marches et il faut qu'ils en aient des moyens. Donc, quand on les asphyxie, ce n'est pas seulement affaiblir les hommes politiques, c'est un gros risque pour l'équilibre de la République. Parce que vous avez vu, les jeunes se sont beaucoup exprimés ces derniers temps. Ils ont fait les casseroles et autres. Pourquoi? Parce que les espaces de contestation démocratique autorisés étaient obstrués, particulièrement l'interdiction des discours, des meetings des partis politiques, etc. Donc ça déstabilise naturellement un pays. Donc tout ça participe de la paix sociale. Alors la paix sociale n'est garantie que si chacun exprime librement, jouit de ses droits et si chacun exprime librement ses convictions. Lorsque les convictions ne sont pas exprimées librement et qu'il y a l'encadrement de l'expression des convictions qui dépassent la loi, eh bien, ça crée un système de désordre. Parce que la violence fait appel à la violence dans la transformation des États. Docteur Jean Delors Biogo, dans la situation actuelle du président du parti Les Démocrates, est-ce qu'il sera hors jeu lors de la présidentielle de 2023? Alors, je ne pense pas, je ne peux pas dire je ne pense pas ou que je pense. Ouais. Parce que tout ce que nous sommes en train d'évoquer, je suis content de discuter avec vous et j'espère que ça pourra permettre demain d'évoquer un certain nombre de sujets dans le cadre du calendrier politique. Parce que si vous avez introduit la moralisation de la vie politique tout à l'heure,
il n'y a pas de statut d'homme politique au Gabon. Donc, un homme politique du Gabon ne sait pas ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire de manière officielle. Donc, le statut, je ne sais pas, général de l'homme politique, ou il n'y en a pas. La loi sur les hommes politiques n'a pas. Il n'y a pas de règles d'éthique applicables à un homme politique qui soit voté par l'Assemblée nationale ou bien même par n'importe quelle instance délibératrice comme le Conseil national de la démocratie. À partir de ce moment, on ne sait plus ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et là, sur quelle base on va dire à un homme politique que pour avoir transporté de l'argent en véhicule dans les voitures, tu n'es pas éligible? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui encadre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas dire que le président, du point de vue de la loi, Zuba Dama, soit exposé à l'exclusion de sa candidature. Mais il appartient à l'opinion publique de juger par rapport à ce qui a été fait, s'il est digne ou pas d'avoir leur confiance ou pas. Donc, selon vous, il doit continuer de jouir de ses droits civils? Absolument. Il n'est pas condamné, il n'a pas volé, il n'est pas en prison. Donc, il doit continuer à jouir. Il est tout de même assigné à résidence surveillée. Ah, ça, c'est une information que je n'avais pas. Si jamais elle est vraie qu'il est à résidence surveillée, je suppose que c'est pour des raisons d'enquête, étant donné la sensibilité de l'acte, du fait que la provenance des sources est étrangère. C'est peut-être pour des raisons d'enquête qu'il est en surveillance, en résidence surveillée, pas forcément dans une situation qui remette en cause de manière permanente son engagement politique. Ce serait vraiment abusif. Sauf si on estime qu'il était dans de la subversion ou qu'il était dans ce qu'on appelle en droit d'intelligence avec les forces étrangères pour la déstabilisation du pays. Là, oui, la loi s'applique et je pense que c'est la Haute Cour de justice qui devrait jouer son rôle. L'opposition gabonaise a donc appris à ses dépens l'arrestation de Guine Zuba Dama aux frontières Congo-Gabon. Est-ce que l'opposition peut-elle être déstabilisée à partir de cette arrestation d'un leader d'opinion comme Guine Zuba Dama? Alors, la chance de l'opposition gabonaise, de mon point de vue, est qu'elle est plurielle. Donc, il y a plusieurs têtes. Bien sûr. Et je veux dire aussi que avec plusieurs générations. Je pense que l'opposition ne peut pas être affaiblie puisqu'elle n'est pas unie. Je pense même que le malheur des uns peut faire le bonheur des autres dans certaines circonstances. Donc, ça ne peut pas porter véritablement atteinte à la capacité de l'opposition à poursuivre la lutte pour l'alternance politique. Non, c'est simplement qu'un des leurs est affaibli. Et c'est sûr que, avec les déclarations que nous avons lues ici et là, et avec raison, ils en font une récupération. Donc, que ce soit maintenant un moyen pour eux de fustiger l'absence de justice politique, ça se comprend, c'est de bonne guerre, ça fait partie du jeu. Alors, Jean Delors Biyogo, c'est vraiment l'actualité, vraiment c'est l'actualité. Est-ce que cette opposition peut aller en rang serré demain aux élections présidentielles de 2023? Alors, ce qui détermine l'unité de l'opposition, c'est les enjeux qu'ils ont en face. Bien sûr. Et je pense que, bon, l'histoire du Gabon n'a jamais véritablement montré qu'il y a toujours l'opposition gabonaise devant un PDG qui galvanise ses troupes. Vous l'avez vu à travers le pays. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais fait le tour du pays. Vous avez vu les masses qui sont allées l'accueillir à l'aéroport. Donc, est-ce que l'opposition a véritablement des chances de pouvoir aller sereinement à cette élection, sachant bien qu'il y a des divisions à l'intérieur? Alors, je pense qu'il y a aussi un autre combat qui se mène d'occupation du terrain du côté de Barreau-Chambrier. Il faudrait donc relever que d'un côté, on a une opposition représentée par Barreau-Chambrier, M. Barreau-Chambrier, qui est en circulation, et une autre par le PDG, qui est par le secrétaire général du PDG. Maintenant, vous avez les grandes décisions du côté des partis politiques d'opposition dans l'histoire se sont toujours prises à la veille de l'élection. Vous avez vu en 2016, c'est quasiment pendant le débat que M. Abamiko a annoncé qu'il soutenait Jean Ping à 3 jours de l'élection, etc. Oui. Donc c'est souvent très proche que les choses se jouent, parce que aussi, pour les militants, c'est très important qu'on jauge le rapport de force
pour voir qui soutenir en fonction de là où penche le rapport de force. Donc, c'est peut-être trop tôt d'évoquer la question de l'unité de l'opposition, mais parce qu'elle va être très vite détruite, puisque le jeu de puissance et d'intérêt va se jouer à l'intérieur. Tout à fait. Et l'opposition l'a compris en attendant toujours que ce soit le dernier moment qui dessine ses véritables cartes. Une opposition en 2023 sans Guinzou Bandama, les autres forces sont là, vous l'avez déjà évoqué. Absolument. Ça va donner quoi? Ben, vous savez, moi je suis universitaire et il y a des enquêtes que nous menons dans le cadre de nos études. Bien sûr. Et 70% de la population gabonaise, surtout les moins de 45 ans, aspirent au renouvellement de l'élite politique. Donc, un Guizou Bandama absent non seulement par le fait qu'il puisse avoir, je ne dis pas, d'une manière ou d'une autre, s'il est absent, c'est 46% de satisfaction dans l'opinion publique. C'est pas rien. Pourquoi cette satisfaction? Ben, les jeunes aspirent à occuper les places. Les jeunes aspirent à voir autre chose. Et donc, s'il faille parler de l'affaiblissement de l'opposition en 2023 par rapport à la figure de Guizou Bandama, qui est très importante, je vais dire, l'impact est très réduit parce que les jeunes aspirent. Aujourd'hui, 80% de l'électorat est constitué de moins de 55 ans. Ce qui veut dire que les gens d'une certaine génération veulent voir de nouvelles personnes les représenter. Donc, ce n'est pas aussi choquant que cela. Par contre, pour l'équilibre de la démocratie, oui. Eh bien, l'absence de Guizouba peut aussi être une occasion pour son parti politique de commencer déjà à réfléchir sur son remplacement pour qu'il y ait un renouvellement des élites au sein des appareils et qu'on s'habitue à voir d'autres personnes qui prennent de l'expérience politique et qui puissent s'affirmer. Parce qu'il y a eu un problème au Gabon. La gérontocratie en politique, ça n'a pas payé, puisque on a complètement obstrué les voies d'ascension sociale par la politique. Et elle est malheureusement passée par le système de parrainage. Or, ici, il s'agit de la méritocratie dans le combat à l'intérieur des partis politiques pour que tu sois un bon leader charismatique. Eh bien, on n'est pas leader parce qu'on te désigne leader. On est leader parce qu'on s'est battu, on a prouvé qu'on peut rassembler, qu'on peut impulser une dynamique et on peut effectivement être porteur de changement et de confiance. Donc là, je pense que la discussion au niveau du renouvellement des élites au sein des partis politiques, elle est importante parce que malheureusement, mon cher, il n'y a pas de génération spontanée en politique. Un homme ne va pas débarquer. Ça doit changer. Ça doit changer, ça doit se former, ça doit se préparer. Un parti politique, c'est une entreprise. On doit savoir que dans 5 ans, c'est la génération de tel ou tel âge, avec tel ou tel profil qui doit diriger le parti politique et que les anciens se transforment en conseillers. Et de ce point de vue, pour ne pas citer, je ne fais de la publicité de personne, mais Paul Mbabessola a bien réussi. Parce qu'aujourd'hui, il est à la réserve et il écoute tout le monde, il reçoit tout le monde, mais on n'entend plus parler de lui dans les dossiers internes du parti politique qu'il a créé. Il n'assiste même pas aux assemblées relatives à la désignation de X, Y, Z, parce que son rôle maintenant, c'est d'accompagner. Et quand les jeunes se trompent, il dit non, c'est la vision, c'est à tel ou tel endroit. Les jeunes n'ont pas besoin d'avoir les anciens, les coachs qui soient morts et à qui ne peuvent plus poser la question de savoir où aller. Vous voyez? Donc, d'où la nécessité de la transmission et de la réflexion sur le renouvellement des élites au sein des appareils, particulièrement des partis politiques, du pouvoir, du gouvernement, de la gouvernance des institutions constitutionnelles, parce que la continuité de l'État est assurée par les jeunes générations qui doivent être formées par les anciennes générations. On reste dans l'actualité. Guinzou Bandama a été accusé d'avoir peut-être voulu fomenter un coup d'État. Politologue que vous êtes, dites-nous un peu, est-ce que vous faites une petite analyse? Alors, je ne peux pas faire d'analyse parce que je n'ai pas eu le résultat de l'enquête qui dit que de telles accusations sont portées contre sa personne. J'ai appris cela par ouï-dire et par les rumeurs. Je suis scientifique, je ne peux pas me fonder sur les rumeurs. Si j'avais vu un mandat d'arrêt
comportant cette mention, j'aurais pu commenter et répondre à votre question comme cela se doit. S'il y avait une réflexion à faire en direction des hommes politiques par rapport à la moralisation de la vie publique et l'éthique chez ces acteurs politiques, que direz-vous? Il faut créer le code éthique des hommes politiques. Ça, le Conseil national de la démocratie est bien placé pour l'élaborer. Ouais. Ou alors créer une loi sur le statut de l'homme politique au Gabon. Dans tous les corps, il y a des statuts. Les hommes politiques, il n'y a pas de statut. Il faut qu'on parvienne à le créer et cela nous permettra d'avoir non seulement des hommes politiques de qualité, mais aussi de savoir faire, de savoir quoi faire quand on est en face de telle ou telle situation. Mais là, il y a un silence de la loi et qu'il faut rattraper. Ce sont les faits qui poussent la société à se corriger. Et je pense que le point de départ de la moralisation de la vie publique, de l'introduction de l'éthique dans la vie publique, c'est de créer ce statut et ce code éthique. Jean Delors Biogo, je rappelle que vous êtes politologue, vous êtes universitaire. C'est donc la fin de cette émission appelée, ça passe vite, hein. Oui, appelée le métronome. Merci d'être passé pour développer avec nous ces deux thématiques. On se retrouve certainement la prochaine fois pour un autre numéro. C'est comme vous voulez. Merci de m'avoir invité. Merci.